Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Dr Mbanta et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet importantissime pour tous les médecins étrangers qui souhaitent s'installer en France pour pouvoir exercer en passant par les épreuves de vérification de connaissances pour faire reconnaître et valoriser leur diplôme obtenu à l'extérieur de l'Union européenne. Nous allons parler en effet dans cette vidéo de la méthodologie de réponse aux questions lors du concours des épreuves de vérification de connaissances. Ceci est un sujet très important parce que, comme vous le savez, les épreuves de vérification de connaissances sont en réalité un concours. Donc, ce n'est pas juste un examen qu'il faut valider avec 10 de moyenne pour pouvoir être retenu ou être lauréat. Vous devez être parmi les meilleurs. C'est un concours. Il y a de milliers de candidats qui viennent de partout à travers le monde pour pouvoir passer cet examen. Et vous devez être meilleur que les autres candidats. Et pour cela, vous devez apprendre à répondre aux questions correctement. Vous devez connaître la méthodologie de réponse aux questions de diagnostic, de thérapeutique médicamenteuse, de thérapeutique même générale. Et pour cela, je vous offre donc aujourd'hui un petit guide qui va vous aider à toujours garder en tête la structure et la méthodologie de réponse aux questions de diagnostic à chaque fois qu'elles vous seront posées au concours lorsque vous vous présenterez donc à votre session d'examen. Donc, nous allons aborder la méthodologie de réponse aux questions de diagnostic et aussi comment répondre aux questions de thérapeutique médicamenteuse. Donc, c'est très important. Il faut toujours avoir ça en tête pour que ce soit un réflexe. Cela doit être un réflexe pour vous à chaque fois. Donc, je vous partage ça juste ci après. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais juste revenir sur quelques petites notions qui me paraissent très importantes dans le cadre de votre préparation au concours. Donc, je voulais vraiment insister sur certaines choses que pour moi, vous devez en fait garder à l'esprit, garder dans vos têtes tout le temps, surtout lorsque vous abordez l'épreuve de connaissances pratiques. Donc ici, je voulais juste aborder encore de façon très résumée, de façon très brève, la méthodologie de réponse aux questions pratiques, surtout les questions d'évaluation des connaissances pratiques et notamment les questions diagnostiques. On va voir les questions diagnostiques et les questions thérapeutiques. Donc je voulais juste faire ceci de façon très résumée, mais vraiment pour insister sur un point qui est très fondamental. Alors, donc, on revoit ici le sujet de l'épreuve de 2018 des connaissances pratiques. Donc, vous recevez Monsieur Henri Mondor, 62 ans, fièvre depuis 2 jours. Il est obèse, diabétique, hypertendu. Il se plaint souvent d'uriner. Il est sous candidatant metformine. Il a déjà été traité il y a quelque temps par l'ofloxacine. Sa pression artérielle est plutôt normale, sauf que sa température est élevée lorsque vous le recevez à la consultation. Il est à 39 degrés, et ses poumons sont clairs, l'examen cardiaque est normal, la bandelette urinaire est pathologique avec des leucocytes et des nitrites. Donc voilà quelques mots-clés que nous avons soulignés sur notre brouillon. Donc cette question qui dit quel diagnostic évoquez-vous? Donc c'est vraiment ça, j'ai vraiment pris ceci comme exemple pour essayer d'étayer la notion que je vais vous faire comprendre et que je vais vous faire garder à l'esprit. Donc ici, c'est ce carré jaune là que je voudrais vraiment que vous reteniez. Donc la réponse à une question diagnostique doit toujours comporter les éléments suivants. S'il vous plaît, quand vous répondez aux questions, ne dites pas quand on pose la question quel est votre diagnostic. Il ne faut pas seulement dire le diagnostic c'est une prostatite. Point. Si vous faites ça, même si le patient a une prostatite, vous avez raison et tout, mais c'est pas suffisant dans le cadre du concours. Et ça, je voudrais vraiment que cette notion reste dans vos têtes, que vous appréhendez vraiment, que vous prenez vraiment cette notion-ci, que vous la gardez vraiment chaque fois que vous allez voir une question diagnostique. Donc, il faudrait toujours essayer au maximum d'intégrer dans la réponse la pathologie qui est concernée, la localisation, les critères de gravité, le caractère aigu ou chronique et le terrain. Donc, c'est très important dans vos réponses aux questions diagnostiques. Chaque fois qu'on vous pose la question, quel est votre diagnostic? Ça paraît évident, c'est un AVC. Mais ne dites pas AVC parce que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et vous allez perdre des points et vous n'allez pas comprendre pourquoi d'autres personnes ont mieux répondu et ils ont réussi. Donc, je voulais vraiment faire ce petit résumé-ci pour attirer votre attention là-dessus. Essayez de donner une réponse complète à une question diagnostique dans l'épreuve pratique
une réponse complète, c'est une réponse qui va ouvrir, qui va toucher à ces différentes thématiques, à ces différents points dans la réponse, dans votre réponse à la question diagnostique. Donc, vous voyez, ici, on met prostatite, donc c'est la pathologie. La localisation, c'est la prostate, donc ça, c'est bon. Critères de gravité. Même s'il n'y a pas de critères de gravité chez le patient, il faut dire qu'il n'y a pas de critères de gravité. Il faut dire que le patient ne présente pas de critères de gravité. C'est-à-dire, il n'y a pas de sepsis sévère, ni de choc septique. On a vu sa pression artérielle. Le patient n'est pas en hypotension. Donc, c'est important de signaler ça dans votre réponse. Comme ça, l'examinateur comprend que en recevant ce patient à votre consultation, vous avez quand même essayé d'éliminer des critères de gravité, parce que c'est la gravité qui peut rapidement faire le patient passer de vie à traitement. Donc, il faut vraiment être regardant là-dessus et intégrer dans votre réponse et dire que non, il n'y a pas de critères de gravité. Ça montre que vous avez cherché les critères de gravité dans l'énoncé et vous n'avez pas trouvé de critères de gravité dans l'énoncé. Donc, c'est important de le signaler. Et le caractère aigu ou chronique, donc c'est aigu parce qu'on a dit c'est depuis 2 jours. Donc, c'est important de signaler ça. Et le terrain diabétique. On sait que les diabétiques, ils ont les infections le diabétique a des complications infectieuses qui va surtout toucher à la peau, aux poumons et pipi et au système urinaire. Donc, intégrer le terrain ici, c'est important. C'est important de souligner que c'est un patient qui est diabétique. Donc, avec l'immunodépression, le patient peut avoir plus facilement tendance à faire cette infection-là. Donc, je voulais revenir vraiment sur ce point-ci. Quand vous voyez une question diagnostique, intégrez ces 5 éléments toujours dans votre réponse pour maximiser vos points. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, si vous appréciez le contenu de cette vidéo-ci et si vous aimez ce dont je suis en train de vous partager de façon totalement gratuite, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo à une connaissance ou un collègue qui souhaiterait se présenter aux épreuves de vérification de connaissances dans les prochains mois ou prochaines années. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime et à activer la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Voilà, l'autre chose, c'était sur le plan thérapeutique. Donc là, on a vu sur le plan diagnostique et sur le plan thérapeutique, je voudrais aussi vous rajouter cette précision-ci que chaque fois que vous aurez une question sur le traitement, surtout le traitement médicamenteux. Par exemple, on vous demande quel traitement curatif prescrivez-vous, comme c'est le cas dans la question ici, dans l'épreuve de 2018. Quel traitement curatif prescrivez-vous à l'issue de la consultation? Donc, chaque fois que vous aurez une question sur le traitement, vous demandant de prescrire des molécules, des médicaments, etc., il va toujours falloir au maximum, il va toujours falloir donner non seulement la molécule, mais la posologie et la durée du traitement. Ces 3 éléments. Il faudrait que ces 3 éléments ressortent dans votre réponse. Et ne mettez pas juste la ceftriaxone parce que ça ne sera pas suffisant. Vous voyez, si vous mettez ceftriaxone seul, ça ne sera pas suffisant. Vous voyez, il faut préciser la voie d'administration, donc c'est injectable, ça peut être IV sous-cutané, donc vous pouvez mettre aussi parentéral, donc c'est pareil, si vous dites ceftriaxone par voie parentérale, c'est aussi bien. C'est aussi bien. Et il faut mettre la posologie. Il faut mettre la posologie toujours. Ne mettez pas juste traitement curatif, vous mettez ceftriaxone et vous laissez comme ça. Vous allez perdre des points. Ici, vous pouvez ne pas mettre la durée de traitement parce que dans les questions qui suivent dans cette épreuve, il y a d'autres éléments d'autres éléments de l'énoncé qui vont arriver, qui vont modifier la durée du traitement. Donc, ça, c'est un exemple où, par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre la durée du traitement parce que vous savez que dans les questions qui arrivent, vous allez être évalué là-dessus. Mais s'il n'y avait pas d'autres éléments dans les énoncés qui vont arriver, vous évaluant sur la durée du traitement, il faudrait rajouter dans la réponse la durée du traitement. C'est très important. Donc, la molécule, la posologie et la durée du traitement sont 3 éléments qui sont très importants dans la réponse à une question thérapeutique médicamenteuse. Maintenant, il y a d'autres éléments de réponse aussi dans le traitement que vous connaissez. Mais ici, je voulais juste insister sur le fait que doit figurer ces 3 éléments à chaque fois que vous donnez un médicament qui est essentiel au traitement de la pathologie principale traitée dans la question.
Maintenant, si dans la réponse, il y a aussi du paracétamol, des antalgiques, pas du paracétamol, des antalgiques de façon générale, les autres éléments, vous n'êtes pas obligé de détailler, vous n'êtes pas obligé de préciser la posologie. Mais pour le traitement principal de l'affection, de la thématique explorée, donc si c'est une prostatite et vous donnez le médicament principal qui est la ceftriaxone, vous devez préciser la posologie et la durée du traitement. Mais ça, c'est un cas particulier. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas précisé la durée de traitement parce qu'on va le faire par la suite dans l'épreuve. Donc, c'est ce que je voulais insister, c'est ce sur quoi je voulais insister. Autre chose, donc ici, je vous avais dit, je vous avais déjà dit que ce patient avait déjà eu des quinolones, donc il n'était pas question ici de reprendre des quinolones parce qu'il y a un risque de résistance. Donc ça, c'est un élément qui est dans l'énoncé dont vous avez accès. Et donc la C3G avec une bonne pénétration rénale, c'est la ceftriaxone et non la cefpotaxime. Donc attention, c'est la ceftriaxone qui est la bonne réponse. Ce sont les recommandations de la Société française des pathologies inflammatoires. Donc il faut noter ça. Donc ici, dans cet autre sujet, donc une femme, c'est toujours l'épreuve de 2018, une femme de 70 ans, elle se présente au service des urgences. Elle a une grosse jambe rouge à droite, douloureuse l'empêchant de marcher, diabétique de type 2, insuffisance rénale modérée, elle est obèse, hypertension artérielle, elle vit seule au domicile. Donc ici, on nous pose la question, on nous pose aussi la question de savoir en fait le traitement de sa grosse jambe rouge. Vous voyez, on nous pose le traitement dans les questions précédentes. On a vu que c'était un érysipèle, donc une dermohypodermite non nécrosante ou érysipèle, donc vous pouvez mettre l'un ou l'autre, c'est pareil. Mais ici, ce sur quoi je veux vous attirer votre attention, c'est sur le traitement. Donc, quand vous mettez le traitement de son érysipèle, l'affection principale ici, c'est l'érysipèle, donc c'est la dermohypodermite bactérienne non nécrosante. Donc, pour le traitement principal, la molécule active qui va traiter cette infection, c'est l'amoxicilline. Donc, il ne suffit pas de mettre amoxicilline et de croiser les bras. L'amoxicilline seule, ça ne suffit pas comme réponse. Donc ici, il va falloir préciser la posologie de l'amoxicilline. Donc, c'est vraiment ce sur quoi je voulais insister dans cette vidéo ici. Il faut toujours préciser la molécule, sa posologie et la durée du traitement, toujours pour le traitement principal. Maintenant, pour les autres traitements, comme antalgiques, si vous mettez des antalgiques, vous pouvez ne pas préciser la posologie, vous pouvez ne pas préciser le SHOAD. C'est bien si vous le faites. Si vous mettez du paracétamol à 15 mg kilo toutes les 4 heures, si vous mettez ça, c'est bien aussi, c'est bien, ça montre à l'examinateur que vous connaissez. Mais le paracétamol, l'antalgique, n'est pas le traitement phare, le traitement principal de l'érysipèle. Le traitement de l'érysipèle pour traiter l'infection, pour détruire les bactéries, c'est l'amoxicilline. Et vous devez connaître la dose et vous devez mettre la dose. Donc, c'est très important de mettre la dose, toujours la posologie dans vos réponses aux questions thérapeutiques concernant la prise en charge médicamenteuse, surtout le médicament principal. OK, donc ici, donc c'était soit un érysipèle, soit une thrombose veineuse profonde. Donc, dans le cas où c'est une thrombose veineuse profonde, vous mettez aussi les options thérapeutiques et vous devez préciser la posologie. Donc ça va faire la différence entre vous et d'autres candidats. Donc vous voyez, si c'est le Xarelto que vous choisissez, vous devez connaître la posologie du Xarelto parce que le médicament actif ici, le traitement de la thrombose ici, c'est l'anticoagulant. Donc quand vous citez l'anticoagulant, vous devez donner la dose de l'anticoagulant. Après, vous pourrez mettre les antalgiques. Les antalgiques, vous pouvez ne pas détailler, mais le traitement principal pour la thrombose veineuse profonde, c'est l'anticoagulant. Et cet anticoagulant, vous devez donner sa dose. Donc, vous donnez le Xarelto. Si vous choisissez le Xarelto, donc c'est un anticoagulant oral direct, 15 mg 2 fois par jour pendant les 15 premiers jours et ensuite 20 mg pendant le reste des jours. Et donc, ça veut dire que les 15 premiers jours, le patient aura un total de 30 mg
Et après les 15 jours, il aura un total de 20 mg de Xarelto par jour. Donc, soit vous choisissez ça, cette molécule-là, ou vous choisissez plutôt l'héparine non fractionnée, par exemple la calciparine, qui est l'héparine calcique. Donc, la dose, c'est 500 unités internationales par kilogramme en 2 à 3 prises par jour. Et si vous choisissez donc l'héparine calcique ou l'héparine non fractionnée, donc il faut faire un relais précoce aux AVK, par exemple la comadine dès le premier jour et arrêter l'héparine dès que l'INR est efficace. Donc ça, vous devez mettre ça aussi dans votre réponse. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est vraiment le fait que la posologie du médicament doit figurer dans la réponse lorsque c'est le médicament principal de l'affection que vous êtes en train de traiter. Lorsque c'est le médicament principal, il faudrait que la posologie figure dans la réponse. Donc 15 mg 2 fois par jour pendant les 15 premiers jours, ensuite 20 mg la suite du traitement, ou alors 500 unités kilo en 2 à 3 prises pour l'héparine calcique. Et vous voyez la durée du traitement aussi, la durée du traitement. Donc, la durée des anticoagulants à visée curative, c'est au moins 3 mois si c'est un premier épisode ou 6 mois si c'est une récidive, voire plus si on n'a pas encore trouvé, voire plus s'il persiste en fait le facteur de risque. Vous pouvez, le traitement anticoagulant doit être maintenu au long cours. Donc, voilà les quelques éléments sur lesquels je voulais vraiment insister en ce qui concerne la méthodologie de réponse aux questions diagnostiques et aux questions de thérapeutique. Donc ça, c'est très important. Donc, pour le Xarelto, c'est une recommandation de l'HAS, cette posologie-là. Donc, lorsque le médicament avait eu son approbation, donc son AMM dans la prise en charge des TVP, donc l'HAS a émis des recommandations de posologie à utiliser. Donc, ce sont ces quelques éléments que je voulais préciser dans cette petite vidéo un peu résumée. Donc, je vous souhaite une très bonne préparation et beaucoup de courage dans vos révisions. Donc, nous sommes au thème de cette vidéo et vous avez donc parcouru les éléments qui sont très importants dans la méthodologie de réponse aux questions de diagnostic au concours des épreuves de vérification de connaissances qui sont en réalité un concours, je le répète encore. Donc, c'est ceux qui ont les meilleures notes qui seront retenus. Et donc, il faudrait que ce dont nous avons parlé dans cette vidéo aujourd'hui, que cela soit un réflexe pour vous, que vous soyez totalement à l'aise avec ça et qu'à chaque fois, pendant vos révisions, pendant que vous travaillez chez vous, que cela soit vraiment un réflexe pour vous. Quand on parle de diagnostic, il faut parler de ça, 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 ça. Quand on parle de thérapeutique médicamenteuse, il faut parler de ça, 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 ça. Donc, ça doit être un réflexe pour vous et que vous donnez de façon assez automatique, sans hésitation. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres candidats. Donc, je vous souhaite le meilleur dans le cadre de vos préparations pour exercer en France et pour passer le concours des épreuves de vérification de connaissances. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon courage.